Nécrologie Côte d'Ivoire. Ce journal a célébré récemment son anniversaire dans la commune du Plateau. Enfin, l'État d'Israël a aujourd'hui 70 ans. Retour ce soir sur la proclamation de son indépendance le 14 mai 1948. Bonsoir à tous, bienvenue. Ce journal diffuse des articles uniquement nécrologiques. Nécrologie Côte d'Ivoire, c'est son nom, a célébré récemment son premier anniversaire. Cette cérémonie a eu lieu à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. On en parle avec Dangui Dangui. La dépouille mortelle de sa grande sœur décédée il y a quelques heures est conservée ici à la morgue de Yopougon. Depuis, Eric est au four et au moulin pour réunir les dossiers administratifs en vue de son transfert au village. Pendant ce temps, un autre défi l'attend, communiquer autour du décès de sa sœur. La nécrologie, c'est dès ce soir, on finit avec les réunions des familles et puis on va le faire. Je pense que c'est important parce que quand tu perds un être, il faut divulguer l'information afin que, en tout cas, tous ceux qui te connaissent puissent être informés. Si les gens doivent te soutenir, il n'y a pas de souci. Les premiers instants de la perte d'un parent sont toujours difficiles. Ceux-ci ont besoin d'une assistance pour les aider à évacuer leurs émotions, assure ce responsable de morgue. Quand quelqu'un perd un proche, il est traumatisé. Et ce traumatisme fait que même le cerveau tourne en ralenti. Des choses qui sont anodines sur lesquelles il peut répondre. Il est souvent choqué, il est lent, il ne peut pas répondre. Donc nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est de l'assister, de l'accompagner dans ce deuil qui va l'animer. Parce qu'il est affecté à deux niveaux, émotionnellement, mais aussi financièrement. Passé le temps des émotions et des funérailles, les décès soulèvent généralement des questions de droit, des questions que les populations ne comprennent pas toujours et qui ouvrent la porte à de nombreuses discordes dans les familles. Quand le deuil vous frappe, vous êtes dans un état qui ne peut pas vous permettre de répondre facilement et rapidement à tout ce qui concourt à la gestion des obsèques. Si l'information vient déjà d'un journal d'annonce nécrologique, les gens sont déjà préparés à facilement aller dans ces divers services-là pour gérer tout ce qui touche aux questions relatives à la nécrologie. Face à ce besoin d'informations complètes en nécrologie, la presse ivoirienne s'est enrichie d'un nouveau titre, à savoir Nécrologie Côte d'Ivoire. Vous savez, on meurt. La mort est naturelle, ça fait partie du quotidien. Nécrologie Côte d'Ivoire s'est spécialisée dans le domaine mortuaire pour aider les Ivoiriens à enterrer dignement leurs parents décédés en fait. Parce que nous voulons être beaucoup plus proches des Ivoiriens, nous voulons offrir un service de qualité. C'est un journal qui se spécialise dans un domaine qui n'est pas courant. Il donne des informations. Le travail, s'il est acharné et soutenu, nous pensons qu'à terme, ce journal va se développer et grandir. C'est la raison pour laquelle nous, Edipresse, nous sommes optimistes et nous avons accepté de distribuer ce titre. Cet hebdomadaire a soufflé sa première bougie récemment en présence des acteurs de la presse qui ne doutent pas de la viabilité de ce titre. En bref, le service des urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Trècheville fermé temporairement au public. Des travaux de réfection sont en train d'être effectués. La réouverture est prévue pour le lundi 28 mai prochain. Direction la région de Boclé, dans le sud du pays. Plus de 700 jeunes vont bénéficier d'une aide financière allant de 500 000 à plus d'1 million de francs CFA. Il s'agit pour le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences de financer leurs activités et leur permettre ainsi de sortir de la pauvreté. Les explications de Sam Konan. Assa Sandra, tout comme Bilem Mamadi et Diati Kwadio, tous deux exerçant dans le petit commerce, les jeunes veulent se prendre en charge. Mais faute de moyens financiers ou par ignorance, ils se débrouillent comme ils peuvent. Si j'ai eu au moins 3 millions, sincèrement, je vais agrandir la caisse et les poulets seront nombreux dedans. Voilà, pour qu'ils puissent bien vendre. Et puis les retombées vont être beaucoup. Avant, j'ai commencé le commerce avec 100 000, mais j'aimerais augmenter mon commerce. Au moins, si je trouvais une somme de 500 000 pour agrandir plus le commerce, pour être
C'est un grand magasin. C'est donc pour les aider que le gouvernement vient de lancer ici le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, en abrégé PGDEC. Notre travail, c'est de faire des lobbying auprès de toutes les autorités, que ce soit nationales ou internationales, à l'effet d'avoir des projets pour le mieux-être de nous et de notre jeunesse. Et pourtant, le projet semble ne pas être bien connu ici. PGDEC, non, je ne connais pas. Je viens chercher du poisson ici pour envoyer ça à Gagnoa, me débrouiller avec ça. PGDEC, non. Non, je n'ai jamais entendu parler de PGDEC. En tout cas, le PGDEC a déjà enregistré 780 jeunes avec divers projets dans le Boclé pour un montant global de 648 millions de francs CFA. On a monté un projet de ferme parce qu'on s'est dit quoi? Quand le projet est commun là, ça profite à tout le monde. On a besoin d'être formés. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand on vous donne, c'est pas s'il faut payer. Il y en a qui disent que non. Puisque c'est le vieux qui donne, c'est pour nous, il a donné. Ou bien c'est le conseil régional, c'est là que le conseil est délégué à Sassandra. Non. Mon projet s'appelle Awawa. Awawa, ça veut dire nous aimons. Nous voulons fabriquer uniquement de la tchéké et puis le gari. Parce que le gari, c'est quelque chose qui ne périt pas. On peut le servir, faire de la tchéké et la koumé aussi, et gari sissi. Le préfet de région Koulibaly Lamine, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet, a prodigué quelques conseils aux souscripteurs. Les jeunes qui viennent de bénéficier de ce projet doivent se comporter de la meilleure manière. Et qu'est-ce que cela veut dire? Accepter de recevoir une bonne formation, pratiquer très bien leur profession, dégager des bénéfices, rembourser les prêts, faire des économies, faire des investissements pour se réaliser eux-mêmes. Les 780 jeunes vont bénéficier d'une formation avant tout financement de projet. À terme, le nombre de souscripteurs va doubler et le PGDEC va prendre fin dans le Boclé le 31 mai 2019. Autre actualité nationale, la deuxième édition du concours littéraire panafricain. Elle a été lancée récemment lors d'une cérémonie dans la commune d'Abobo. Il s'agit pour la structure Afrique Concours Talent de promouvoir les aptitudes particulières des jeunes Africains à travers la lecture et le livre. Quelles seront les récompenses? Le point avec Dangui Dangui. C'est par un tirage au sort que le thème de la deuxième édition du concours littéraire panafricain a été révélé au public. Jeunesse africaine et problématique de l'immigration clandestine. Que faire? Une compétition de jeunes talents écrivains initiée par la structure Afrique Concours Talent. Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos établissements, il y a une certaine démotivation de la lecture. Nous voulons donner l'opportunité de renouer au goût de la lecture, de s'intéresser à la littérature ivoirienne en particulier et africaine en général. Pour participer au concours littéraire panafricain, être africain, avoir entre 14 et 30 ans et soumettre un manuscrit de 3 pages maximum en respectant le thème choisi, une opportunité pour les jeunes passionnés de lecture. On trouve un peu la littérature un peu partout. La littérature aujourd'hui, c'est un peu le pilier de tout, quoi. Quand je m'inscris, pour voir un peu mon potentiel d'abord, pour voir un peu si je peux y arriver aussi. Ça nous améliore vraiment dans nos cultures. Un concours, c'est une chose vraiment très importante parce qu'elle nous permet déjà d'acquérir déjà des connaissances, nos atouts, de les approfondir afin de les mettre en connaissance au niveau de la société. Angèle Touchy, écrivain guyanais, a instruit la jeunesse présente. On ne sait jamais où se cache la perle en fait, parce que le diamant est un diamant même lorsqu'il est caché dans sa grotte. C'est pas une fois qu'il est révélé qu'on découvre que c'est un diamant. Donc il y a ici en Côte d'Ivoire des jeunes qui ont une véritable passion pour l'écriture, qui ont un véritable potentiel. C'est de ce genre de concours que peuvent naître des talents et qu'il faut les encourager à pouvoir écrire, à pouvoir édifier leurs plumes, à pouvoir les aider à manifester le meilleur d'eux-mêmes. Un comité de lecture composé d'écrivains et d'éditeurs va évaluer les candidats. Les meilleurs talents recevront des lots et verront leurs manuscrits publiés en guise de récompense. En 2017, 200 manuscrits ont été soumis pour cette compétition.
Hors de chez nous, ce drame en Inde, plus de 80 personnes ont péri dans des tempêtes de sable et d'orage. Ces catastrophes ont touché le nord, l'est et le sud du pays. Elles ont provoqué des chutes d'arbres, endommagé de nombreuses habitations et arraché des poteaux électriques. La Corée du Nord est inflexible. Le pays ne va jamais renoncer entièrement à ses armes nucléaires. Annonce faite aujourd'hui par un ex-ambassadeur nord-coréen qui a fait défection en août 2016. Bruxelles, la capitale belge, va procéder à la rénovation de ses friteries. Les murs seront notamment refaits, parés de miroirs. La Belgique, qui prétend être la terre natale des frites, veut ainsi promouvoir sa gastronomie. Si les frites font partie de la culture belge, les frites-côtes font, eux, partie du patrimoine bruxellois. Et certaines baraques à frites de la capitale s'apprêtent à devenir encore plus iconiques, avec un nouveau design que les autorités locales ont voulu plus homogène. Mais ici, nous y donnions un modèle qui soit identifiable, un peu comme les cabines téléphoniques de Londres. Eh bien, quand on se met à côté d'un frite-côte bruxellois, on va pouvoir identifier qu'on est à Bruxelles. C'est un cabinet flamand qui a remporté le concours d'architecture lancé par la ville. Avec un projet ambitieux, des frites-côtes plus fonctionnelles et faciles à entretenir, mais à l'esthétique soignée. Nous avions vraiment à l'esprit que nous ne pouvions pas faire quelque chose de standardisé. Cela aurait simplement fait perdre l'identité de chaque frite-côte. Donc pour nous, c'était la question centrale. Comment pouvions-nous faire quelque chose d'abordable, avec du style, et où chaque friterie serait différente? Vucité Makemal travaille dans un frite-côte bruxellois depuis plus de 34 ans. Pour lui, ce changement ne peut être que positif. Ce qui est bien, je trouve, unifier toute la design de la Belgique, toutes ces friteries à Bruxelles. Comme ça, les touristes, les étrangers qui viennent, ils peuvent découvrir facilement. Et puis la design est très très beau. Les premiers frites-côtes rénovés doivent être livrés d'ici 2019. D'ici là, les touristes pourront continuer à déguster les fameuses frites belges, dont le goût restera, lui, bien le même. Au Proche-Orient, des tensions aujourd'hui avant l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en Israël. Des milliers de ressortissants palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza, près de la frontière israélienne, pour dénoncer cette cérémonie d'ouverture. De violents heurts ont éclaté entre manifestants et soldats israéliens. Bilan, plus de 50 Palestiniens tués et de nombreux blessés. Enfin, 14 mai 1948, l'État d'Israël proclame son indépendance. Déclaration lue par David Ben Gourion, alors président du Conseil national juif. Malheureusement, moins de 24 heures plus tard, les armées régulières d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban et d'Irak envahissent le pays. Comment va réagir Israël? Les explications de Koné Pargassoro. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, président du Conseil national juif, proclame la naissance de l'État d'Israël. Depuis 20 siècles, une partie de la diaspora juive nourrissait le rêve d'un retour vers la terre promise. Ce rêve prend forme en Europe à la fin du 19e siècle sous le nom de sionisme. L'émigration vers la Palestine se développe dès l'époque ottomane et se poursuit après la Première Guerre mondiale, alors que la province est passée sous administration britannique. La Palestine voit sa population dépasser le million d'habitants, dont 335 000 juifs en 1936. Une organisation militaire, l'Irgun, s'en prend aux Anglais et lance des attentats contre leurs forces armées. Londres porte le problème devant l'Organisation des Nations Unies, ONU. L'Assemblée générale vote le 29 novembre 1947 le principe d'un partage du territoire entre deux États, l'un arabe, l'autre juif au sein d'une union douanière. Le secteur de Jérusalem et Bethléem étant quant à lui placé sous administration internationale à travers la résolution 181. Le mandat anglais prend donc fin le 14 mai 1948. Ce jour-là, conformément au plan onusien, les derniers soldats britanniques quittent la Terre Sainte.
Après l'échec des offensives arabes, il ne reste plus grand-chose du plan initial. Les lignes de cessez-le-feu deviennent à peu de choses près les nouvelles frontières de l'État d'Israël. Au même moment, toutes les armées des pays voisins, Égypte, Syrie, Transjordanie, Irak et Liban, se ruent contre le nouvel État. Les Israéliens arrivent à refouler leurs ennemis et des armistices sont signés l'année suivante. Ils vont délimiter les nouvelles frontières d'Israël de façon très provisoire. Merci de nous avoir suivis.